Géant de pierre culminant à 3404 mètres, le pic d'Aneto domine depuis l'Espagne toute la chaîne des Pyrénées. Sur les traces de son ascension historique, nous partagerons un instant de vie inattendu avec les gardiens du plus petit refuge du massif. Et nous ferons une halte à Luchon. Oui, ça va. Hein. Donc je n'ai pas hésité à me mettre à nu, pour vous. Pas plus? Non, chambage. Vous gravirez crampons aux pieds le seigneur des lieux, après avoir profité de l'hospitalité espagnole. Alors, je vais essayer de parler espagnol. Esta mejor que, mieux que... Ah, que, d'accord, bon. Esta mejor que... Sauvages et authentiques, les Pyrénées forment une frontière naturelle de plus de 400 km entre la France et l'Espagne. Le pic d'Aneto se situe à mi-parcours entre l'Atlantique et la Méditerranée. Il marque l'apogée de cette barrière colossale. Son ascension emprunte la voie commerciale historique reliant les grandes villes de Toulouse en France et Saragosse en Espagne. Une ascension qui débute depuis Bagnères de Luchon, dans les Hautes-Pyrénées, en direction de Bénasque en Aragon, avant de bifurquer vers le sommet. C'est la plus belle saison pour se balader en montagne, hein, parce qu'il y a encore toutes les fleurs, il y a neige en haut. Patrick est guide de haute montagne. Il va m'accompagner jusqu'au refuge de Vénasque. Laissant derrière nous l'Hospice de France, une longue ascension nous attend sur une pente si régulière qu'elle paraît presque monotone. Bon voilà, on arrive. Première étape, le culette. Ça, c'est le nom de l'endroit. Voilà, c'est le nom de l'endroit, le culette, le fond, le bout, comme un cul de bouteille. Ouais. Et en fait, on vient buter là. Quand tu vois la beauté de ce chemin, et on voit vraiment qu'il a été taillé pour le pas de l'homme, quoi. Oui, il monte pas trop assez régulièrement, Ah ouais, mais longtemps quand même. Ouais. On y va? Allez. Allez, on est parti. Un chemin tracé au pas de la mule, car ici les marchandises transitaient le plus souvent à dos de bête. Laine, fromage, vaisselle vers l'Espagne, sel, épices vers la France. Et tout cela sous le regard vigilant des douaniers. Tiens, il nous tend pas les bras, le petit brin d'herbe là-bas? Si, on va s'arrêter là. Ouais, parce que mine de rien, on vient de se faire 600 mètres de dénivelé d'un coup. Et les Pyrénées, je confirme, ça grimpe. Hein. Ça grimpe bien même. Il y a une borne avec marqué 155 km, j'espère que c'est pas la distance avec le refuge. T'as pas l'impression d'être un peu fatigué? On en refait un peu plus même? Non? En tout cas, ça grimpait bien. C'est quoi ces 155 km? Alors la borne, c'est amusant. Là. Parce qu'en fait, les rois de France ont fait le contraire de nos dirigeants. Ils ont nationalisé ce chemin-là, eh ben, en fait, c'était une route nationale. C'est national. Tellement l'importance économique au Moyen-Âge de cet itinéraire, on avait ici une route nationale. Donc c'est la nationale 5? C'est la nationale 5. Ouais. Et 155 km, c'est la distance jusqu'à Toulouse. Ah oui, d'accord. Donc il doit y avoir un passage permanent ici. Ah hein. oui. Ce qu'il y a d'amusant, c'est qu'il y a certains GPS qui ont encore gardé ça comme route nationale. Non. Et en plein hiver, il y a un Espagnol qui, de Luchon, a voulu rentrer chez lui et son GPS lui indiquait cette route-là. Ah bah il est mal barré là quand Donc même. il s'est engagé, mais il s'est engagé dans la route de l'Hospice de France. Ouais. Et bien sûr, il s'est retrouvé bloqué avec le verglas et il a fallu aller le secourir. Oui, Ah d'accord. ouais. Allez hop. C'est loin là encore? Non, il y a 100 mètres là. Tu m'avais Voilà. vendu 600 au total, ça va faire 700 quand même. Hein. Ah non, moi je t'ai vendu les Ah non, c'est le altitudes. réalisateur qui dit n'importe quoi, Ah oui, c'est ouais. vrai. C'est Moi, lui là. je dis pile poil les bonnes choses. Je ne suis pas encore au bout de ma peine, car au final, c'est près de 900 mètres que nous aurons gravi. Et fort heureusement, le passage vers l'Espagne étant pris par la neige, le refuge sera l'objectif final de la journée. Dernier névé. Ouais. Ah, on sent que cet hiver, il y en a eu un paquet là. Hein. Et très honnêtement, je ne m'attendais pas à un pareil comité d'accueil à 2200 mètres d'altitude. Ouais, ça va bien. Pas trop dur? Salut Patrick, ça va? Ça va? Salut Ouais, Guilhem, salut. c'est ça? Ouais, Guillaume. Bonjour. Je te... va Alors tant pis, je suis transpirant. Hein. Ah oui. Et, Voilà, on a l'habitude. et la petite là? Ça c'est Lucille. C'est Lucille. Et ça, alors, tu dis Et ça bonjour? c'est Éloi. Bonjour Éloi. Les quatre, et puis Elsa, ça va Guilhem et leurs deux enfants gardent en famille durant tout l'été le plus petit refuge des Pyrénées. Et bien qu'affamé, j'apprends vite qu'au refuge de Vénasque, on vit d'abord au rythme des enfants, qui à cette heure tardive n'attendent qu'une seule chose, lire un livre avant d'aller faire dodo. Tu lui montres Éloi comment ça marche? Tu le connais Comment bien ça toi, marche? ce livre, hein? Vas-y, alors, montre-lui tout. Alors, J'ai pas mes lunettes. Faut qu'on trouve ça. Voilà, c'est quoi ça Éloi? Attends, je regarde parce que j'ai pas mes lunettes. L'autruche.
Voilà, Alors, il l'autruche. faut trouver l'autruche. Alors là, il y a le lion. Il faut trouver le lion. Bon, alors. Ah oui, là, il y a le lion. Ensuite, l'hippopotame. C'est une volonté, comme il connaît bien le milieu de la montagne, de lui montrer, notamment avec les livres, d'autres univers, quoi. Bah oui, puis de toute façon, il va pas passer tout l'été ici, il va descendre un petit peu en bas à la plage aussi. Parce qu'il faut À la plage à Biarritz ou en Méditerranée? Les deux. Ah, c'est génial. Et tu vas à l'école. Après le refuge. Allez, on Allez. va servir à manger, Loa. Qui c'est qui va faire la sieste? Moi. Ouais. Ah. Et qui c'est qui va manger? Moi. Et enfin, le calme. Allez, un petit tour du propriétaire, vous allez voir qu'il n'y a pas plus simple. Ah oui, c'est vraiment pas grand. Hein. Et ouais, bah, c'est le plus petit refuge des Pyrénées, comme on disait. Là encore, on a eu la chance, ça s'est un peu agrandi en 2013. Là, ils ont fait un petit peu de rénovation pour agrandir la cuisine. Donc vous dormez là, les enfants dans la chambre d'à côté. C'est ça, c'est ça. C'est bien, c'est fonctionnel, hein, t'as tout ce qu'il faut. Ah oui, Ouais. là, T'as une belle vue sur le lac. tout est accessible ici. C'est un peu Des comme La fois, couette est là, enfin voilà. ouais. C'est un peu comme les apparts C'est à comme les Paris, caravanes. mais Oui, les apparts à Paris ou les Voilà. caravanes, c'est Voilà. le choix. on a Bon, le mais paysage dehors en plus. quand même, t'as de la place. C'est la grosse différence avec Paris. Voilà. Voilà. Atypique, c'est le mot qui vient à l'esprit quand on découvre ce refuge adossé au dernier contrefort avant l'Espagne. Chauffés par les rayons printaniers du soleil, les lacs du Boum révèlent lentement leurs eaux profondes. Un paradis qui se réveille jour après jour. Parce que là, on dirait pas, mais la neige, elle va fondre, tu vas voir. Parce que là, t'as l'impression qu'il y en a jusqu'au mois de septembre. Hein. Non, Ouais. mais il y a Patrick qui pelte et. Ah bah si Patrick pèle, c'est bon, t'es tranquille. Ça va. Ah oui, mais il pèle en plus encore. Hein. Pour de vrai, non, Il s'arrête jamais, lui. Il Non. vient de monter avec nous, il a monté la caméra pendant un moment, il sait pas quoi faire, il va pelleter. Voilà. C'est ça. Alors que c'est nous, ça. on rêve d'une sieste. Alors comment est-ce qu'on se retrouve gardien de refuge du plus petit refuge des Pyrénées en couple avec 2 enfants? Ah ça, c'est qu'on n'a pas beaucoup le choix déjà, parce qu'il n'y a pas beaucoup de refuges quand même qui se libèrent. Voilà. Après, nous, on voulait pas un gros refuge parce qu'on voulait justement avoir un peu de temps pour s'occuper de nos enfants. Bah Là, oui. vous avez vu, aujourd'hui, il n'y a quasiment que vous qui êtes venus manger à midi, donc on a le temps un peu d'être là avec eux. Et après, ben, voilà, on s'adapte. Hein, Et puis l'avantage, c'est que quand même, il y a pas mal de familles qui montent ici Ouais. avec des enfants. Donc on espère, bon là, les nôtres, ils sont encore tout petits, mais quand ils seront un peu plus grands, ils pourront facilement jouer avec des enfants qui montent. Ce qui n'est pas forcément le cas dans les refuges vraiment Oui. très hauts pour l'alpinisme, tout ça. Donc, Ça reste familial, hein. Même s'il y a une bonne trotte. Il y a quand même des enfants à partir de 4 ans et demi qui sont montés, quoi. Alors là, il fait super chaud, mais en revanche, t'as pas tellement envie de te baigner dans le lac. Tu t'es Ouais. baigné, toi? Ah bah attends, elle doit être à 2 degrés. Ouais, 3 peut-être. 3 peut-être. Ah Ouais, bah oui, ouais. ça change tout. Non, mais d'ici un mois, on se baigne. Hein. Ouais. Baigne toi là-dedans? Ah oui, d'ici Ouais. d'ici un mois, on n'est pas. Elle est à il y a du 8, monde qui se 9. baigne. Non. Non, l'été, elle monte à 17. Remontons 30 ans avant la conquête de l'Aneto en 1817. Imaginez, vous êtes pyrénéiste, vous venez de grimper au port de Vénasque, vous observez la vue sur le pic de la Maladeta, censé être le point culminant du massif. Sauf qu'il n'en est rien. Et une fois parvenu à son sommet, vous constatez avec effroi que l'Aneto voisin, protégé par sa muraille de glace, le dépasse de 92 mètres précisément. Dès lors, l'Aneto devient le nouveau Graal. Et les tentatives d'ascension se succèdent, mais la disparition du plus connu des guides luchonnais, Pierre Barrault, englouti dans le glacier, brise pendant plus de 30 ans toute velléité d'ascension. Seul un officier russe, Platon de Tchaïev, alors de passage dans les Pyrénées, se lance dans cette aventure complètement folle. Et c'est depuis Luchon qu'il organise son expédition. Bagnères de Luchon, dernière ville avant les sommets. Un havre de paix où après l'effort je compte bien me détendre un peu. L'histoire de Luchon, elle a commencé quand? Alors, il y a eu un point de départ. Le thermalisme. Ah, Les c'est ça. Romains. Grosse garnison de Romains, 30 000 Romains à Saint-Bertrand-de-Comminges, à une trentaine de kilomètres. Ouais. Et forcément, c'est un lieu de passage pour les batailles en Espagne. Oui, avec l'école. Exactement. Et sur le retour, les Romains ont découvert les sources thermales. Et un siècle avant Jésus-Christ, un soldat a eu la bonne idée d'aller se tremper dans les eaux. Et du coup, Il a dit, l'empereur allez, venez. l'empereur Tibère, du coup, a développé le thermalisme à Luchon. Alors le pyrénéisme, qui fait partie aussi de l'histoire de Luchon, c'est venu bien plus tard. Tout à fait. C'est au XVIIIe siècle, hein, avec toutes ces têtes couronnées qui venaient à Luchon. On drainait sur leur passage tout un tas de gens qui sont venus découvrir la montagne. Y compris pour s'intéresser à l'Aneto, qui est le plus haut point
de la chaîne pyrénéenne, mais qui est chez les voisins. Il est en Espagne. Mais l'histoire de la conquête de l'Aneto, elle démarre à Luchon. Elle démarre à Luchon. Le point de départ, c'est Luchon. Et ce vitrail, il représente quoi? Alors c'est la déesse des eaux. Enfin, on voit deux déesses, dont Ah oui. Ixon, la Donc déesse c'est des eaux vraiment sur la gauche. romain, quoi. Tout à fait. Là, on voit vraiment que ça date. Et là, il y a des l'entrée Romains. qui est, ah oui, assez monumentale. Ouais, c'est avec des peintures classées. C'est... Ah bah tiens, on voit mieux dans ce sens-là le vitrail. En même temps, c'est fait exprès. Oui. Ouais. Ouais. Donc là, on voit bien la déesse des eaux qui est sur la droite. Et Avec on les voit- Pyrénées au fond. Exactement. Et puis à la jarre, on voit l'eau qui coule. La déesse veille sur les sources ancestrales captées juste sous l'édifice. Et s'il y a bien un endroit où tout bon curiste se retrouve, c'est au bar. Donc en fait, chaque source a une fonction différente. Tout à fait. Celle-ci, c'est quoi? Donc ça, celle-ci, elle est diurétique. C'est la source Ouais. ravie. On la sent pas, elle est légère. Hein. Déjà, elle est froide. Celle-ci est froide. L'autre ravie, où on sent la... J'espère qu'on va pas refaire la séquence 50 fois parce que je vais pas m'arrêter Non. toute la journée. Et alors plus légère, celle-là? ouais. Donc c'est sirène. On le voit déjà, la température, c'est pas la Oh la même. vache! Et celle-ci, elle est très très chargée en soufre, on le sent bien. Hein. Ah oui, alors en fait, le soufre, c'est une odeur qu'on connaît, c'est l'œuf. Voilà, On fait exactement. cuire un œuf dur, quoi. Et celle-ci, elle permet de nettoyer toutes les voies respiratoires. Allez, courage. Allez, on va jusqu'au bout. Ah, on dirait un thé à l'œuf. Exactement. On a peut-être créé un concept aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres endroits un peu plus ludiques? Allez, on va aller vers le ludique, vers le vaporarium. Oui, allez. Allez, c'est parti. Donc, on avait dit plus ludique. Voilà, ça c'est ludique, ça. Tout à l'heure. Oui, ça va, hein. Ça va. Vous pourriez y être aussi. Hein. Ah, c'est un endroit silencieux, visiblement. Hein. Et là, on passe sous la montagne. D'accord. Allez, vas-y. Passe, je t'en prie. Bon. Ouh là 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 là. Aïe, 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 aïe. Bon, alors à partir de maintenant, on prend la petite caméra parce qu'il y a trop de buée ici pour les grosses. Avec un taux d'humidité avoisinant les 100%, nous entrons dans le plus grand hammam naturel d'Europe. Et alors, d'où vient cette chaleur intense? Tu dis qu'il n'y a pas de chauffage ici? Et non, c'est la chaleur de l'eau thermale en fait qui chauffe la galerie. C'est ça là? Exactement. Donc là, on est autour des 42 degrés. Et c'est Pas naturel. plus? Non. Je suis en nage. Mais c'est l'effet d'être dans une grotte, on est dans un lieu fermé. Et donc c'est l'eau thermale qui crée ça. C'est impressionnant, mais c'est immense en plus. 150 mètres de galerie exploitée. Il y a 1200 mètres de galerie. Et la galerie elle a été creusée parce qu'on savait qu'il y avait de l'eau chaude. Elle était déjà exploitable, c'était déjà des galeries. Ouais. On les a excavées un petit peu pour pouvoir y circuler à l'intérieur, mais elles existaient déjà. Les Romains les utilisaient déjà à l'époque. Et là on vient de perdre 10 kilos chacun, non? Au moins. Ouais. Bon. Bah, je vais peut-être rester un peu, non? Moi un peu plus encore. Mais on s'y fait quand même en circulant. Non, on s'y fait pas. Non. Je déteste. Reprenons le fil de notre périple vers l'Aneto. Une fois passé le port de Vénasque, nous basculons sur le versant espagnol, dans le splendide vallon d'Ezera. La montagne comme je l'aime, avec ses nombreuses cascades, ses torrents tumultueux et ses prairies verdoyantes. Un vallon accueillant, à l'image de l'hospitalité espagnole, à l'image de ses hospices répartis le long du chemin historique reliant la France et l'Espagne. Je retrouve José Luis. Son père a été l'un des derniers hospitaliers. Bonjour José Luis. Bonjour Ah. Laurent, ça va? Tu voulais qu'on se retrouve ici parce que c'est un endroit très important Oui, pour l'histoire de cette vallée. oui. Nous sommes à l'emplacement du premier hospice de Bénasque, constitué d'une auberge et d'une chapelle construite il y a plus de 8 siècles. Un endroit idéal pour contrôler les routes commerciales de la vallée. On a conservé ici la fonction de ce que l'on appelle l'hospitalero, hein, c'est-à-dire la personne qui est responsable d'eux. C'est-à-dire, attends, les gens, les voyageurs, les commerçants qui passaient par là étaient quelque part un peu sous votre responsabilité Tout dans à la fait, vallée. tout à C'est-à-dire que fait. vous en preniez soin, c'était Oui, pas juste pour à fait. gagner de l'argent. On prenait un petit peu des taxes, Ah bah oui, mais bon. les taxes servaient uniquement À payer le servaient service. à payer le service, à maintenir les chemins. Ouais. Éventuellement, s'il y avait des personnes qui, bon, ils pouvaient décéder, à les enterrer dignement. C'est-à-dire, il y avait une série de contreprestations Ouais, hein, ouais. à ces taxes. Et ce qui permettait de maintenir ça vivant et en état, bien sûr. Voilà. Dis-moi, on passait pas l'hiver quand même ici? Toute l'année. Non. Pas l'hiver, toute l'année. C'était l'obligation de l'hospitalero.
Mais c'est toute l'année. c'est inimaginable Ah oui, oui, mais- d'arriver à traverser mais- cette oui. chaîne à plus de 2500 Oui, mètres. mais ils en vivaient hiver. là au milieu de 3 mètres de neige, mais ils étaient préparés. C'est des gens de la vallée préparés. Et est-ce que les gars, on les laissait partir tout seuls là-haut ou est-ce qu'il y a des gens qui pouvaient leur proposer le rôle de guide? Je vous emmène au port. Il y a eu pendant plusieurs années des rôles de guide. Oui, ils avaient un cheval, ils les amenaient surtout pour amener, bien entendu, le sac à dos, etc. Hein, Alors voilà. tu vois, moi j'en viens là, on est monté en plein été. Et ben j'arrive pas à imaginer qu'on puisse passer là-haut en hiver. Je rejoins l'actuel hospice, le 5e de la vallée. Ça n'est pas seulement un hôtel de luxe, mais aussi un lieu de conservation de la mémoire des Pyrénées. Entre livres et lithographie, Rolleré nous montre avec fierté sa salle au trésor qui abrite la première carte des Pyrénées. Ramón de Carboniers, 1740, y son los primeros mapas del Pirineo. L'hôpital de Bénasque est un lieu sauvé in extremis il y a 25 ans par Rolleré. Une longue restauration dans le respect de la tradition des hospitaliers et dans la continuité de la mémoire de ces hommes, français et espagnols, qui ont écrit ensemble une partie de l'histoire indélébile de ces montagnes. Ce qui est étonnant, c'est que vous ne parlez pas la même langue, vous n'êtes pas dans le même pays, mais il y a beaucoup d'amitié et de liens entre les Français et les Espagnols dans les Pyrénées. Sí, Oui, sí. oui, et je dirais même des liens très forts. Il existait à l'époque les accords de paix appelés les Pacerías. Si la France et l'Espagne étaient en guerre, Luchon et Bénasque s'avertissaient et se disaient « Attention, nous devons partir d'ici ». Pour moi, je ne fais pas de différence entre la France et l'Espagne, la Catalogne, Navarre et la région Midi-Pyrénées. Ce sont les Pyrénées. Il vous semble qu'il y a peu d'identité dans les Pyrénées, mais en réalité, les Pyrénées, c'est plus que ça. Pourquoi tu as voulu reprendre ce lieu? C'est pas seulement pour de l'investissement financier, c'est pour le cœur. Sí, hay mucho de corazón. Oui, c'est une affaire de cœur. Nous avons dû commencer par faire une concession sur 50 ans avec la mairie, et si une étude financière avait été réalisée, jamais nous ne l'aurions fait. Nous l'avons ouvert par pure conviction, avec le cœur, parce que nous pensions que nous pourrions en faire un commerce. Et voilà, 25 ans que nous sommes ici. Mon Dieu. Es duro, es duro. Jorge, pasa. Ah, el tapas. Tapas. Un poco de jamón, Voilà. un poco de pan con tomate. Alors ça, Buen ça, provecho. Gracias. gracias, ça quand vous êtes en Espagne. Mais jamais, jamais oubliez d'en commander. C'est merveilleux. Ça, c'est le savoir-vivre espagnol, l'apéritif, le ramon. Ça, c'est bon pour faire l'aneto demain. Ah, se coge fuerza. Chin, salud. Está muy, muy bon. Bueno. Bueno. Alors il y a cette partie qui est raide et la dernière partie. 5 heures du matin, les cordées s'élancent dans l'ascension de l'Aneto. Et au milieu de ces alpinistes, un invité surprise. Oh, tiens, où tu vas aller toi? Mais où tu vas? En plus t'as froid, tu ferais mieux d'être en bas au refuge, il y a plein de bouffe là-bas. Allez, file. Dans ce dédale de blocs et dans le brouillard, il vaut mieux bien connaître sa route. Ou partir avec un spécialiste. Norbert est guide à la compagnie de Luchon. Aujourd'hui, il amène des clients venus des 4 coins de la France. Et parmi eux, 2 débutants qui rêvent de faire l'Aneto depuis longtemps. Allez, là on fait attention, il y a des petits passages de désescalade, rien de dur. Mais avant de prendre pied sur le glacier, le chemin est encore long. Le refuge de la Rencluse est le point de départ principal pour faire l'Aneto. Il est séparé du pic par 1300 mètres de dénivelé et surtout par le plus grand glacier des Pyrénées. Et pendant que certains sont en marche pour le sommet, moi je préfère récupérer de ma randonnée de la veille pour rejoindre à mon rythme
le fameux refuge. Vous voyez cette échancrure dans la montagne derrière? C'est ça le port de Vénasque, et c'est par ici que les pionniers de l'Aneto sont passés au départ de Luchon. Ils ont traversé cette vallée qui devait être à peu près dans le même état. C'est un parc régional en Espagne, absolument magnifique. Construit il y a tout juste un siècle, le refuge de la Rencluse est l'un des plus grands des Pyrénées, à l'image de l'engouement qui existe depuis 150 ans pour le sommet de l'Aneto. Antonio, ça fait combien de temps que tu es gardien de refuge ici? Hace ya 46 años que empecé la primera temporada a estar aquí. Ça fait maintenant 46 ans que j'ai fait ma première saison ici, dans ce refuge, avec un de mes oncles, j'avais 15 ans. Et j'ai commencé en l'aidant, en travaillant ici régulièrement. Tu connaisses el Aneto? Yo sí, subí al Aneto. Oui, je connais l'Aneto. J'y suis monté pour la première fois, je n'avais que 12 ans avec ma famille. Et effectivement, à partir de ce moment-là, j'ai particulièrement aimé l'Aneto et le reste des montagnes. Est-ce qu'en Espagne, l'Aneto, c'est une montagne star très connue? Sí, está muy reconocido porque en el Pirineo es el pico más alto que hay. Entonces, lógicamente, oui, c'est une montagne très reconnue, car c'est le plus haut pic des Pyrénées. Donc il attire logiquement plus de monde. C'est également un pic relativement facile d'accès, que ce soit en été ou en hiver. Et quel est l'endroit le plus compliqué pour aller là-haut? La partie la plus compliquée pour monter l'Aneto, c'est le glacier, car cela nécessite d'être équipé, avec des crampons, des piolets, des cordes. À 3100 mètres d'altitude, la fatigue commence à se faire sentir. Norbert, le guide, et son groupe viennent enfin d'arriver au pied du glacier. Si vous partez en glissade, donc le but c'est de s'arrêter avec le piolet, pas avec les crampons. Donc il faut prendre le piolet, le mettre contre le corps, contre le buste et coiffer le piolet comme ça. Et on s'arrête avec le piolet, d'accord? Le risque ici n'est pas de chuter dans une crevasse, mais plutôt de glisser et de se blesser sur les rochers en contrebas. Donc là c'est une première sur la glace vive. Ouais. On va voir ce que ça donne. « 800 mètres de traversée qui semblent aujourd'hui faciles. Mais il y a 150 ans, les hommes redoutaient les glaciers. Et l'Aneto ne déroge pas à la règle. Son glacier, autrement plus impressionnant à l'époque, fut tout simplement évité et contourné par le versant sud. Ce glacier, c'est l'un des derniers glaciers des Pyrénées. Il est en danger? Effectivement, je pense que c'est le dernier glacier des Pyrénées. Je crois qu'en 45 ans, on peut considérer qu'il a perdu entre 30 et 40 mètres d'épaisseur. Je crois que c'est ça, oui. Pour nous, c'est pire que tout, car nous devons continuellement chercher de nouvelles routes pour pouvoir accéder au sommet. La voie historique et la voie normale se rejoignent au bout du glacier au niveau de l'arête finale. C'est la dernière difficulté de l'ascension. Une difficulté plus psychologique que physique, surnommée le pont de Mahomet. Un passage étroit et très aérien, tel une lame de sabre que seules les âmes pures peuvent traverser. Quand vous passez, vous enlevez la corde qui est devant vous et vous passez la corde qui est derrière vous. Ok, ça marche? J'ai une crampe. Tu donnes un peu de mou, Max? Essayez de garder vos cordes un peu tendues. Ça l'aurait pas fait. Allez, bravo. Le 20 juillet 1842, menés par un officier russe, les guides de Luchon et un botaniste normand parviennent enfin sur le toit des Pyrénées.
4 jours plus tard, ils reviendront courageusement par le glacier. Un exploit devenu aujourd'hui l'une des ascensions les plus classiques de ce massif. Avant de quitter les Pyrénées, je voulais absolument vous emmener découvrir cet endroit qui est sublime, sans doute l'un des plus beaux du massif. Alors vous l'avez compris, je suis côté espagnol. La ligne de crête ici, c'est la frontière avec la France. Et toutes les rivières, en principe, coulent en direction de la Catalogne et de la Méditerranée. Toutes les rivières, sauf une, celle-ci, qui provient directement du pic d'Aneto et de ses glaciers. Elle s'engouffre sous la montagne et ressurgit en France. Vous savez ce que c'est cette rivière? C'est l'une des sources principales de la Garonne qui va ensuite poursuivre son chemin en direction de Toulouse, de Bordeaux et de l'Atlantique. Voilà, cette émission est terminée. On se retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux pour discuter. Et puis d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine à tous. Ah? Ouais. T'apprécies bien la source? Bah disons que là, je suis filmé, je suis obligé de la voir. Mais on s'y fait quand même, on circule. Non, on s'y fait pas, non, je déteste. Tu sais pas ce que c'est ça? C'est une caméra. Donc lui là, il est monté avec sa caméra aussi. Hein. Et puis Jean-Yves aussi. Bravo les gars, bravo. 5 minutes de calme, sans micro, sans caméra, sans rien, juste pour profiter du silence de cet endroit magique. Est-ce que ça c'est possible? Possible? Merci. Ah.